La question d'abord est de comprendre qu'est-ce que le fait métropolitain. Il y a eu la ville que l'on parcourait à pied, en calèche, avec ses rues et ses îlots. Puis il y a eu la ville du train et de l'automobile, qui a lancé ses lignes d'autoroute au loin, mais qui a segmenté les territoires. Et puis, il y a maintenant ce fait des métropoles. Et c'est tout à fait autre chose, ce n'est plus tout à fait la ville. C'est venu avec le génie de notre époque de la maîtrise des communications immatérielles. C'est venu avec la mondialisation, c'est venu avec ce qu'on appelle le cyberespace. Et ces métropoles à travers la planète sont des têtes dans un grand réseau qui échange des informations et qui fait le commerce. Ce qui est caractéristique de ces métropoles partout dans le monde, en Asie, en Amérique, en Europe, elles se sont étendues au-delà de ce que raisonnablement leur structure spatiale permettait, parce que l'espace n'est plus le seul médium, il est bousculé, il est éclaté. Qu'est-ce qu'on voit avec la grande métropole parisienne, avec le Grand Paris? Eh bien, on voit qu'il y a des fonctions de communication mondiale, comme Rungis, comme les aéroports, qui deviennent comme des nouveaux centres, qui ont une activité essentielle. On voit que le centre a besoin de la périphérie, qu'il ne suffit plus à répondre à cette activité intense. Il ne se répand plus en taches d'huile. C'est un territoire hétérogène. Ce n'est pas non plus une addition de villages, mais c'est un système de points qui communiquent entre eux parce qu'ils ont des fonctions économiques, des fonctions d'activité très fortes. Ils forment une structure qui est en évolution. Et la question, c'est comprendre le vivant dans cette structure et voir où on peut agir. Ce nouveau rôle mondial de la métropole induit des grandes fonctions qui, en 20 ans, ont complètement changé la nature, la géographie de toute la région. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour la région parisienne? C'est un territoire qui n'est plus homogène. Le centre a besoin de la périphérie s'organise en points d'excellence. Il y a des pôles qui communiquent entre eux, qui ont du mal à communiquer parce que cet espace est partout bloqué. Ce n'est pas une addition de villages, c'est un grand système de points qui sont en lien ou en hyperlien. J'ai appelé ça des rhizomes parce que ça décrit une organisation qui n'est pas arborescente, comme toute la France et Paris l'ont été jusqu'à il y a 20 ans. Le rhizome nous montre un système où des nouveaux pôles se créent en chaîne, qui n'ont plus besoin du centre, qui néanmoins communiquent avec le centre. Face à cette organisation, à cette nouvelle structure, il faut comprendre ce qui s'y passe. Il y a des blocages, il y a des actions structurantes, il y a une stratégie à adopter. La figure du rhizome est celle d'une chaîne de points actifs, de lieux vivants, dynamiques, en relation les uns avec les autres. Donc ça nous fait appréhender le caractère hétérogène des installations de l'économie dans la métropole, dont il faudra rythmer la densité, assumer en fait qu'il y a du yang et du yin, des endroits à forte activité et des endroits plus calmes, avec plus de nature et évidemment plus indiqués pour l'habitat. Le yin et le yang étant bien entendu quand même des endroits où il y a de la mixité habitat-travail. Donc on parle un petit peu d'archipel urbain. En fait, la notion de rhizome, c'était des liens fonctionnels. La notion d'archipel, ce serait l'espace physique, le rapport entre des lieux de densité différentes. Donc l'archipel, c'est pas vraiment littéral, c'est pas une série d'îles. C'est plutôt une notion d'alternance de zones fortes et de zones moins fortes, mais physiques. Donc il peut y avoir du parc, il peut y avoir des lacs, il peut y avoir de la biomasse. Et c'est important pour l'équilibre écologique de l'ensemble du territoire. C'est une notion, au fond, de limite fractale entre nature et ville, ou en tout cas réincorporation d'éléments de nature dans la ville, ce qui est très important aujourd'hui. Et c'est aussi multiplier les situations où on peut habiter en bord de parc, en bord de nature, ce qui est une situation rare en centre-ville et justement extrêmement appréciée dans ces endroits plus calmes et que seule la métropole peut produire. Donc la ville, c'est circuler et séjourner. Les Grecs disaient Hestia et Hermès. Ces deux divinités, elles doivent être assemblées pour qu'il y ait ville et pour qu'on puisse vivre ensemble.
Hermès est le dieu du mouvement, de l'agora, du commerce, des voleurs, dit-on. On le représente avec des petites ailes aux pieds. Hestia est la déesse du foyer, de l'intimité, de la maison. C'est intéressant de savoir que les Grecs les mettaient toujours ensemble, parce que ça signifie, on ne parle pas de circulation sans parler de séjour. C'est ça le sens des rhizomes. Et c'est ça, au fond, la question, est-ce qu'on peut faire vivre ensemble ces trois âges de la rue, de l'automobile et de l'Internet? Avec la ville classique, avec le système des rues et des îlots, ça se passait à la merveille. Et cette ville classique a eu une incroyable plasticité dans le temps, une capacité d'être sans cesse transformée, parce que partout, une maison ou un gros immeuble a une adresse, il peut être revendu, transformé. Dans la périphérie, c'est fini. Les lieux sont partout bloqués, il n'y a pas de rue à proprement parler, ni de route, il y a des systèmes en boucle ou en impasse. On sort par une bretelle, on arrive, c'est que du pavillonnaire, ou du pavillonnaire et de l'activité, ou une cité et de la logistique. Bref, ces lieux n'ont pas d'avenir parce qu'ils ne sont pas transformables. Et le durable, c'est le transformable. Partout, les tuyaux des trains et des autoroutes ont fait des poches fermées plus ou moins grandes. Et on s'aperçoit que là où il y a le plus fort développement, c'est là où il y a le plus de croisements, de gares, de liens, et c'est en même temps là où c'est le plus bloqué. Au Bourget, à Massy, on a des croisements RER, TGV, autoroutes qui obstruent tout. Et en même temps, parce qu'il y a ces croisements, il y a des gares et il y a des lieux qui appellent à devenir évidemment des points extrêmement importants de l'Île-de-France. On se dit que la métropole est un vertige inappropriable. Eh bien, ce que nous avons essayé de faire, c'est de prendre des grandes fenêtres de 10 km par 5, ce n'est pas habituel, une sorte de grand carottage dans le territoire pour voir à travers ces lieux comment on peut reprendre la question du lien physique, spatial, et tisser une continuité qui fait que tous les chemins mènent à Rome. Ces fenêtres, on les a pris à la fois à travers des rhizomes qu'on avait identifiés et en même temps sur les bords, hors de ces rhizomes, car tous les lieux en fait sont importants et intéressants. Donc avec Daniel Béard, on a cherché les lieux où l'activité a un potentiel le plus fort et où ça bloque et où c'est le plus urgent d'agir. Des rhizomes, il y en a une multiplicité en Île-de-France. Au nord, le rhizome que nous avons considéré a pour particularité de partir de Paris pour aller jusqu'à Roissy. C'est celui qui se caractérise par la croissance la plus rapide d'Île-de-France d'un point de vue économique, autour de la logistique, avec le développement de start-up et puis aussi les sièges sociaux sur la plaine Saint-Denis. Et en même temps, les contrastes les plus forts entre cette croissance rapide et la massivité des difficultés sociales. Au sud, le rhizome que nous avons identifié est assez différent. D'abord parce qu'il est encore en formation. À partir de deux radiales historiques depuis Paris, celle qui liait Paris par la ligne de Sceaux à Orsay et celle qui, par la RN7, lie Paris à Orly. Et aujourd'hui, ce rhizome se caractérise par l'importance de tout ce qui est recherche et développement, la vallée de la Bièvre, le Génopôle d'Évry et évidemment le plateau de Saclay. Pour ça, nous avons proposé de fabriquer des commutateurs, là où il y a le plus fort potentiel justement de connexion et où on constate un blocage. Sur la fenêtre de Massy, par exemple, tout le problème, c'est que s'il y a un grand pôle de la connaissance sur le plateau de Saclay, c'est bien, mais ça ne doit pas être un camp militaire, et donc il faut qu'il y ait une ville, et ça ne s'invente pas. Or, il y a déjà Massy tout près. Seulement Massy est complètement séparé par autoroute, RER, TGV. On ne peut pas s'imaginer que c'est une passerelle de 150 mètres de long battue par le vent qui fait la liaison. Donc on a fait tout un travail, y compris construire en pont et faire passer les voies en souterrain, faire un quartier, commerce et habitat, qui devient une espèce de cœur, et à partir de là, une avenue qui relie Saclay à Massy. Sur la fenêtre de Bourget, eh bien, on identifie l'endroit où il y a les gares de RER, la nationale qui passe, qui pourrait être un lien, mais qui est presque une coupure.
Eh bien, dans tous ces endroits, on a fait un travail sur ce qu'on appelle le Hermès capillaire, les voies qui sont partout en impasse, qui sont en boucle. En fait, vous voyez avec ma scie et sa clé qu'à chaque fois, au cœur d'un rhizome, il y a un endroit où ça bloque. Hestia est bloqué par Hermès. Et puis il y a d'autres endroits, gare du Nord et gare de l'Est, c'est un formidable Hermès à l'échelle européenne qui relie les plus grandes capitales d'Europe Nord, les grandes métropoles, et bien autour de la gare du Nord et de la gare de l'Est. Le magnifique pôle d'affaires, attracteur d'emplois, de bureaux, de logements, de commerce, qui devrait exister, ne peut pas s'installer, parce que nous sommes dans le Paris haussmannien et ses beaux quartiers. De ce fait, imaginez une gare Nord-Europe à Aubervilliers, tangente au périphérique, garder les trains de banlieue qui rentrent sur gare du Nord et gare de l'Est, c'est côté intramuros et vers Aubervilliers, la plaine Saint-Denis, donner des opportunités d'un nouveau développement urbain, mais c'est attirer des sociétés qui sinon seront à Francfort ou à Londres, c'est attirer des emplois, et c'est un pari qu'il faut faire pour replacer Paris au cœur de l'Europe. En fait, tout cela, c'est prendre la mesure aujourd'hui d'une nouvelle répartition des forces et de la densité à travers le grand territoire. Si une gare s'installe à Aubervilliers, se pose aussi la question de Châtelet, par exemple. Châtelet, c'est un croisement incroyable pour toute la région, et il y a blocage et il y a impossibilité de développement. Eh bien, si on pense répondre très vite à la difficulté de traverser Paris, est-ce qu'une organisation sur le périphérique actuel d'un train monorail rapide, silencieux, qui permet des liaisons en tangente de périphérie à périphérie, qui permet d'aller de Gennevilliers à Montreuil sans passer par le centre de Paris, par exemple, ce serait une première réponse rapide, urgente, à un système qui a besoin de se fluidifier de périphérie à périphérie, mais qui fait une interface entre l'intramuros et la première couronne, qui est aujourd'hui un lieu de transformation et de vie incroyable. La métropole est un vertige, un labyrinthe. On ne peut pas s'y retrouver, il n'y a plus d'adresse évidente, chacun a son itinéraire. Or, il est crucial, dans une grande ville, de s'approprier le grand territoire, d'avoir des endroits où on en voit l'immensité et on la mesure à son corps. Il faut des collines, il faut des belvédères, il faut des signaux, il faut des balises. Il faut aussi des rives, des allées bordées d'arbres qui sont une des marques reconnues mondialement de Paris. C'est dans ce sens qu'on a imaginé ces mix-cités, ces grandes constructions formant pont sur les commutateurs, comme on l'a imaginé à Massy ou au Bourget. Là, un voyageur peut venir de loin avec sa famille et trouver parking, garderie, commerce, 24 heures sur 24, des loueurs, des bureaux, des restaurants, des boîtes de nuit. Bref, ce qui fait tout le magnétisme d'une grande métropole. Et à partir de là, prendre le transport en commun et accéder à toutes les facilités de la grande ville. Pour nous, cette étude, ce n'est pas faire des belles images pour montrer des rêves que des princes viendraient réaliser dans la périphérie, mais c'est agir, voir comment la puissance publique peut agir, car au fond, c'est ça la question qui est posée. Et la puissance publique ne peut pas créer la vie, ce qu'elle peut faire, c'est la permettre. Elle peut permettre le commerce foncier, à partir de quoi des milliers d'initiatives privées vont faire que la vie peut se passer. Donc elle peut ne pas empêcher la vie, et on doit trouver des règles du jeu pour libérer les lieux, pour rendre possible justement des constructions, pour rendre possible redonner l'envie de faire, libérer tout ce qui est bloqué, c'est permettre à nouveau le jeu du temps, que la vie continue, que les générations puissent faire, et on voit que c'est toujours une question de circulation et séjour, que toujours la circulation puisse être productrice de vie ou que le séjour ait accès partout. Il s'agit de redonner leur chance à des milliers de territoires de la périphérie, des lieux qui sont bloqués, peu transformables, et qui attendent justement des transformations structurelles
qui les ouvriront au futur.